Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne UDM Academy. J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi je vais bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment donner les domaines de définition de quelques fonctions irrationnelles et voire même valeurs absolues. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer à aucune de mes futures vidéos. Alors sans plus tarder, nous allons commencer à énumérer certaines techniques pour déterminer, n'est-ce pas, le domaine de définition des fonctions irrationnelles et valeurs absolues. D'abord, vous retenez que je suppose deux fonctions définies sur R. Quand je dis ces fonctions sont définies sur R, ça ne veut pas forcément dire que c'est déjà la condition qui nous permettra d'écrire, n'est-ce pas, ces différents types ou bien ces différents cas de fonctions. Ce n'est pas vrai. Parce que si je disais que f est défini sur R, ça veut dire que la fonction peut être négative. Par exemple, elle peut être une fonction constante négative. Et si c'est le cas, ça veut dire que ces différents types de cas de fonctions que j'ai énumérés ici n'auront plus, n'est-ce pas, leur existence. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions qui lient la racine carrée. Et tout simplement, nous allons utiliser ces conditions-là pour, n'est-ce pas, nous permettre de trouver la technique ou la manière de déterminer le domaine de définition des fonctions liées à la racine carrée et pourquoi pas parlant aussi des valeurs absolues comme j'ai énuméré ce cas-là. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer immédiatement. Donc, deux fonctions définies sur R et puis un autre nombre réel, n'est-ce pas, différent de 0. Alors, nous allons prendre à chaque niveau nous allons apprendre, n'est-ce pas, comment on détermine le domaine de définition. Alors, je commence par ici. Donc, ou bien je commence par là. Donc, j'ai déjà le premier cas. F1 de x égale à quoi? Égale à racine carrée d'une fonction p de x plus racine carrée d'une autre fonction q de x. Alors, comment on détermine l'ensemble de définitions de ce type de fonction? Je vais vous mettre directement les conditions et je les explique. D de f1, on va nommer l'ensemble de définitions d de f. D, voilà. Donc, pour la fonction f1, on dira donc d de f1. Alors, c'est quoi la condition? On dira que pour tous les x que nous choisissons dans R, il faut que, c'est-à-dire pour que la fonction f1 puisse exister, il faut que p de x soit une fonction supérieure ou égale à 0 et q de x également soit aussi une fonction supérieure ou égale à 0. C'est très important. Pourquoi? Parce que nous avons dit que la valeur absolue, la racine carrée d'une valeur négative n'existe pas. Dans les conditions d'une fonction de la racine carrée, nous avons dit que la racine carrée d'une valeur négative n'existe pas. Et par conséquent, si nous voulons écrire les fonctions avec la racine carrée, nous devrons nous assurer que ces fonctions-là sont définies dans les intervalles, n'est-ce pas, où les images, ou bien chaque image ou chaque antécédent nous donne une image positive. Ça peut aller. Donc, ce n'est que ça qu'on dit que la fonction est positive. Puisque en seconde, nous avons appris que f de x égale à y. Donc, si nous parlons de f de x doit être une valeur positive ou nulle, autrement dit, nous sommes en train de dire les images sont des valeurs positives. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Alors, nous allons voir que pour déterminer l'ensemble des définitions, c'est-à-dire vous devez déterminer le x, l'intervalle dans lequel le x est positif, selon la fonction qui a été donnée, le p de x est positif, et également déterminer l'intervalle dans lequel le q de x est positif. Ça peut aller. Et quand cela sera terminé, on peut nommer ceci-là comme dv1, enfin ddf1. D'accord? Je vais nommer ça comment? ddf1 et puis l'autre ddf2. On va dire comme ça. Donc, on va faire l'intersection des deux intervalles là. Voilà. Donc, ici, nous allons voir bien sûr les exercices qui vont parler de ça proprement dit. Donc, vous allez chercher le d de f1 qui serait égal à l'intersection, n'est-ce pas, de d de f, d de p. On va dire d de p de x. Voilà, on va nommer ça d de p de x inter d de q de x.
voilà comment on détermine le domaine de définition, ou bien, le domaine de définition d'une fonction irrationnelle de cette façon, écrit sous la forme de somme de deux fonctions. Donc, sans plus tarder, pour la fonction f de x, qui n'est rien d'autre que racine carrée de p de x, c'est tout simplement la même condition que nous prenons. Tout simplement parce que ce que nous avons ici, c'est déjà une partie de f1 de x. Donc, d de f de x, parfait. d de f de serait égal à quoi? Quel que soit x élément de R, tel que p de x également soit une valeur supérieure ou égale à 0. Et lorsque cette condition est trouvée, rapidement, vous tombez sur le domaine de définition. C'est très important. Alors, on va passer aussi à la troisième condition. Le troisième cas, f3 de x égale à quoi? f3 de x égale à k sur racine carrée de p de x. Ici, non seulement nous avons une fonction irrationnelle, c'est-à-dire la racine carrée avec la fonction, nous avons aussi le f3 de x qui se met sous la forme de fraction rationnelle. Et là encore, il y a une condition. En dehors de la condition pour la fonction irrationnelle, il y a aussi une condition pour la fonction rationnelle. C'est très important de le remarquer. Donc, d de f3 serait égal à quoi? On dira quel que soit x élément de R, il faut que d'abord la première condition va poser sur la fonction rationnelle. Il faut que quoi? Il faut que racine carrée de p de x tout entière soit d'abord différent de 0. Et vous allez préciser que quoi? P de x maintenant soit supérieur ou égal à 0. En réalité, c'est comme ça qu'on doit poser le domaine de définition. Mais on se rend compte que si p de x, si racine carrée de p de x doit être différent de 0, ça voudrait dire tout simplement que c'est p de x qui doit être différent de 0. Vous voyez déjà? Donc, si c'est le cas, on pouvait tout simplement priver l'égalité à ce niveau et le tour est joué. Donc, ce DDF là peut être écrit aussi sous cette condition. Quel que soit x élément de R, il faut que, n'est-ce pas, P de x tout simplement soit supérieur strict à 0. Et là, on voit qu'on a déjà privé 0 ici. Et qui a privé 0 ici dit que P de x est différent de 0. Et par conséquent, il nous reste tout simplement P de x supérieur à 0. Une fois x trouvé, l'intervalle correspondant maintenant, c'est le D de F3. Maintenant, on va passer au cas suivant. Donc, le cas suivant, c'est racine carrée de D de F4, racine carrée de P de x sur Q de x. Là encore, comme je le disais, non seulement il y a la condition de la racine carrée, il doit aussi avoir la condition de fraction rationnelle. C'est très important de le remarquer. À chaque fois que vous avez ces différents cas, vous essayez d'analyser, de voir les différentes conditions susceptibles et vous devez les inclure dans le domaine de définition. Enfin, là, la condition du domaine de définition. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? D de F4, ça serait quoi? Quel que soit x élément de R, il faut que la première condition, c'est par rapport d'abord à la racine carrée. Il faut que tout ce qui est sous le radical soit une valeur supérieure ou égale à 0. Très important. Donc, nous devrons dire, il faut que P de x sur Q de x soit supérieur ou égal à 0. Maintenant, ce n'est pas fini. Par rapport à la fraction rationnelle ne peut exister que si son dénominateur est différent de 0. Donc, on continue en disant, et Q de x, qui est le dénominateur de cette fraction rationnelle, soit différent de 0. Vous voyez que ça rejoint encore à la première condition dont je parlais ici. Ce qui veut dire que si le Q de x doit être différent de 0 et que toute cette fraction doit être supérieure ou égale à 0, on peut donc priver 0 dans l'inéquation pour donc obtenir, pour donc restreindre la condition. Donc cette même condition D de F4 peut être écrite sous la forme, quel que soit x élément de R, il faut que P de x sur Q de x soit strictement supérieur à 0. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons appris que lorsqu'une fraction A sur B est positive, cela suggère deux cas. Soit le A
est positive et que le b aussi est positif, donc la fraction sera positive. Ou bien, ou soit le a est négatif et que le b aussi est négatif. Donc la fraction sera négative. Cela s'explique tout simplement par les conditions ou bien la règle de signe que nous avons apprise depuis la classe de 5e. Nous avons dit lorsque nous avons moins qui multiplie moins, vous voyez déjà, ça donne plus. C'est tout comme nous avons moins qui divise moins aussi, ça donne plus. C'est la même façon de faire ici. Lorsque nous avons plus qui multiplie plus, ça donne plus. Ou tout simplement, lorsque nous avons plus divisé par plus, ça donne plus. Donc, c'est ça, ces conditions ou bien ces règles de signes là. C'est très important. C'est la même chose ici. Donc, pour le faire, il faut que vous arriviez à trouver la condition ou bien l'intervalle dans lequel P de x est positif et que Q de x aussi est positif. Et là, le produit sera positif. Ou tout simplement l'intervalle dans lequel P de x est négatif et que Q de x aussi est négatif. Donc, le quotient, excusez-moi, sera aussi positif. Voilà donc le cas de F5. Pour le F5, nous voyons qu'il y a le K comme une valeur réelle, comme nous l'avons dit précédemment, différent de 0 bien évidemment. Donc cette condition ici, c'est simple. Toujours avec la racine carrée, et puis nous avons la valeur absolue intégrée. Donc, ce qu'il faut faire à ce niveau, c'est d'analyser et de comprendre que la valeur absolue ici, parce que nous avons déjà appris que la valeur absolue d'un nombre est toujours positive. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura deux cas. Le premier cas, c'est le cas où le K, le cas où le K est inférieur à 0. Ou bien, je vais prendre le cas de supérieur à 0 d'abord, parce que là, c'est simple et rapide. Le cas où le K, enfin, je vais faire ça comme ceci, pour ne pas voir comme si c'est moins K. C'est le cas où le K est une valeur positive, puisque précédemment, on a dit que le K est un nombre réel non nul. Ça, c'est ce que l'exercice a dit précédemment. On dit le K est un nombre réel différent de 0. Donc, les deux possibilités qui se présentent à ce niveau, c'est quoi? Premièrement, si le K est une valeur positive, ça c'est simple, puisque nous savons que valeur absolue de P de x est déjà supérieure ou égale à 0. C'est possible. Supérieur ou égal à 0. Si le polynôme P de x est une valeur constante, c'est-à-dire est une valeur nulle, ça veut dire que le P de x, valeur absolue de 0, serait égal à 0. Donc c'est possible. Alors, ce qui se passe, une fois que le P de x est déjà supérieur ou égal à 0 et que le K aussi est déjà supérieur ou égal à 0, la somme de deux valeurs positives ne peut qu'être une valeur positive. Donc, ce qui veut dire que le K plus valeur absolue de P de x serait donc supérieur ou égal à 0. Et c'est la condition qu'il nous faut. Il nous faut que tout ce qui est sous la racine carrée soit une valeur positive avant que la fonction f5 de x puisse exister. Puisque nous allons dire que d de f5 serait donc égal à quoi? Quel que soit x élément de quoi? De R, il faut que le k plus valeur absolue de p de x doit être supérieur ou égal à 0. C'est ça normalement la condition. Et donc, dans notre premier cas ici, cette condition est respectée. Ce qui veut dire que ça serait tous les x de R qui vont vérifier cette condition-là. Dans ce cas, l'ensemble des définitions des F5 va faire quoi? Va décrire le R. Donc, nous dirons que le D de F, dans ce cas, c'est R. Vous voyez que ici, ça a été très rapide parce que les conditions nous permettent de le dire. Deuxième possibilité, c'est que le K soit une valeur négative. Dans ce cas, il n'y a rien à faire. Il faut trouver l'intervalle dans lequel toute cette condition-là devient vraie. Donc, on va tout simplement dire D de F5 serait donc égal à quel que soit X que nous prenons dans R. Il faut forcément que le K plus valeur absolue de P de X soit forcément supérieur ou égal à 0. Et là, en fonction de l'exercice, nous allons poser et trouver l'intervalle dans lequel nous avons cette condition vraie. Alors, la dernière partie, c'est le f6 de x. Là, nous avons racine carrée de p de x, si je ne me trompe pas. Non, valeur absolue
de P de X. On vérifie ça. Voilà, c'est ça. Donc, ici, nous avons F6 de X égale la racine carrée de valeur absolue de P de X. Donc, la condition, c'est simple. Tout comme nous venons de dire que quel que soit X élément de R, enfin, je n'ai pas posé les prémixes, les préliminaires, mais au moins vous voyez que valeur absolue d'une valeur est positive ou nulle. Donc ici, une fois que la valeur absolue d'une valeur est positive ou nulle, ça nous permettra tout simplement d'avouer que D de F6 serait tout simplement, c'est la condition, quel que soit X élément de R, il faut que le P de X soit comment? Soit tout simplement, valeur absolue de P de X soit tout simplement supérieure ou égale à 0. Ça, c'est la condition. Mais ce qui se passe ici, c'est que cela est vrai parce que, quel que soit X élément de R, nous savons que P de X est supérieur, valeur absolue de P de X est supérieure ou égale à 0. Cette relation, est vraie. Cette relation est vraie. Donc, directement aussi, on pourra dire que D de F6 serait égal à R. C'est tous les éléments qu'on choisira dans R qui vont vérifier cette condition. Donc, pour les fonctions dans les exercices qui se présenteront sous ces cas-là, vous pourrez directement le justifier de cette façon en donnant l'ensemble des définitions qui est le R. Donc, nous voici à la fin de ces propriétés, ces définitions vous permettant de trouver les domaines de définition des différents types de fonctions. Je vais trouver les exercices exactement sous cette forme-là, suivant l'ordre chronologique. Je vais trouver les cas d'exercice et nous allons les décortiquer dans la prochaine vidéo. Alors si c'est la première fois, comme je l'ai dit, que vous êtes sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour que vous soyez alerté à aux futures vidéos que je vais mettre en ligne.